Est-ce que toi aussi t'en as marre des conseils qui te promettent monts et merveilles mais qui ne collent pas du tout avec ton rythme, ton emploi du temps, ton mode de vie? Surtout quand on est une maman, tous les conseils qu'on peut voir sur le fitness, la productivité, la perte de poids peuvent nous sembler complètement hors de portée. Moi aussi j'étais là et j'ai découvert que la clé ce n'était pas la perfection mais la bienveillance envers soi-même et de trouver ce qui fonctionne pour nous. Bonjour à tous et bienvenue chez Nanouche. Je suis Sandra, maman active, passionnée de développement personnel, de simplicité, d'organisation et de psychologie. Et sur ma chaîne, j'aime partager avec vous des astuces pour se sentir bien au naturel. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Petite précision, je ne suis pas nutritionniste ni coach sportif, même si je suis passionnée par ces domaines. Je pense que la perte de poids doit être accompagnée par des professionnels. N'hésitez pas à consulter des professionnels de santé avant de démarrer un projet de perte de poids. Dans cette vidéo, j'aimerais casser un mythe. Pour maigrir, il faut faire du sport. Il faut transpirer, il faut courir, faire du vélo, faire du cardio pour pouvoir brûler et avoir un déficit calorique et perdre du poids. C'est ce que j'ai pensé pendant des années, mais ce n'est pas la seule solution, heureusement. Parce qu'aujourd'hui, je vais partager mon expérience personnelle et oui, j'ai dû ralentir au niveau sportif depuis janvier 2025 à cause de mes soucis de santé. Et là, j'ai complètement arrêté depuis ma chirurgie cardiaque. Et je me demandais si j'allais pouvoir maintenir mon poids et ne pas reprendre les 16 kilos que j'avais perdus. Et oui, c'est possible de stabiliser son poids sans faire de sport. Juste avant de revenir à ma période actuelle, je vais vous faire une petite synthèse de mon parcours sportif. Dans ma vingtaine, j'ai beaucoup pratiqué la course à pied et je m'étais fixée comme défi de courir un semi-marathon pour mes 30 ans. Ce que j'ai fait, je faisais à cette époque énormément de cardio en salle de sport. J'ai inscrite à la salle l'Orange Bleu et j'y allais 3 voire 4 fois par semaine parce que je vivais seule et que souvent l'hiver, on sortait pas trop le soir au resto avec les amis. Et donc vraiment, le fait de faire du sport, c'était aussi un loisir. Ça me permettait de me sentir bien. C'est toutes mes soirées à binge-watch des séries sur Netflix. Donc j'ai fait énormément de cardio et pourtant je n'avais pas la silhouette tonique que je souhaitais avoir parce que malheureusement je faisais beaucoup de cardio et j'avais peur en tant que femme de faire du renforcement musculaire. J'avais peur d'avoir des gros muscles, de faire gonfler les coups, mes cuisses et avec du recul je me dis que c'est que des idées préconçues mais c'était les informations que j'avais à l'époque. Donc je faisais énormément de cardio. J'avais perdu beaucoup de poids, j'avais un poids de forme pour ma taille mais j'avais un appétit d'ogre. Je mangeais pour deux. Le cardio, ça m'affamait. Je mangeais des quantités folles. Et le problème, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas gardé ce rythme soutenu de sport et de cardio au fil du temps. Parce qu'ensuite, j'ai rencontré mon conjoint, je me suis mariée, il y a eu des enfants qui sont arrivés. Et j'ai arrêté le sport. Mais j'ai toujours le même appétit. Donc j'ai continué à manger à peu près de la même manière. Et j'ai repris tous les kilos que j'avais perdus et même plus. Je vais pas mettre tous les kilos sur le compte de la grossesse parce que j'ai pas pris tous mes kilos dans ces périodes. Ça a été... il y a eu certains kilos que j'ai pris avec la grossesse, d'autres avant. Et du coup, je me suis dit, à quoi bon faire du sport si ensuite je mange pour deux et je n'ai pas la silhouette tonique que je souhaiterais avoir. Donc, je me suis documentée sur le sujet. Et lorsque l'année dernière, j'ai voulu reprendre le sport et faire un rééquilibrage alimentaire avec une nutritionniste qui m'a donné des conseils pour manger de manière intuitive, de noter mes repas, de prendre des photos, de lui envoyer. Forcément, on n'a pas envie d'envoyer des photos de tous ces grignotages à la nutritionniste, donc ça m'a tout de suite aidé à limiter mes grignotages, le fait de devoir rendre des comptes. Donc je suis revenue à 3 repas par jour et un snack. Souvent un petit snack de fin de journée devant la télé et qu'au fil du temps j'ai supprimé. Et pour le sport, j'ai recommencé en faisant de la marche. Une demi-heure après le déjeuner. En plus de la marche pour les transports en commun, ça me permettait d'avoir mes 10 000 pas par jour. Ça m'a permis de reprendre le sport, mais de manière très douce et très efficace. Après 6 mois de marche, je me suis dit qu'il était temps de faire plus de sport. J'ai pris un coach sportif à la salle de sport, au fitness park, et j'ai mis en place un programme de renforcement musculaire avec de la musculation, ce que je n'aurais jamais imaginé faire avant, pour pouvoir tonifier ma silhouette. J'ai fait du renforcement musculaire pendant 6 mois et ça m'a permis de revoir le sport différemment parce qu'en fait je faisais que de la marche et du renforcement musculaire et j'avais beaucoup plus de résultats que quand je faisais des heures de cardio. J'ai fait un peu de cardio fun avec une amie où on allait cycling une fois par semaine, mais plus pour le kiff, plus pour l'énergie, le boost et la motivation que ça va donner que pour brûler des calories. Depuis janvier, j'ai tout arrêté et je me suis dit que avant, les femmes faisaient pas forcément énormément de sport, mais certes, elles faisaient la vaisselle à la main, la lessive à la main et toutes ces tâches ménagères. On pouvait considérer ça comme du sport. La gestion des tâches ménagères du quotidien fait aussi l'activité physique si on va marcher tout au long de nos journées et ne pas rester assis à rien faire toute la journée, qui est l'énergie que l'on va dépenser en dehors de l'activité physique.
Donc je me suis aperçue qu'il était possible de maintenir son poids et de perdre un petit peu de poids de manière douce et progressive sans faire de l'activité intense. En vrai, j'ai pu voir que l'alimentation c'était la clé. L'alimentation va représenter 80 à 90% de l'effort. Les 10 à 20% restants vont être l'activité physique. Et ce n'est vraiment pas forcément via un entraînement sportif intense. Lorsqu'on voit cela, on se dit que la première chose à faire, ça va être de rééquilibrer son alimentation et que par ces 80%, voire 90%, on va avoir plus de résultats concrètement que si on se focalise uniquement sur les 10-20% d'activité physique. Pour maintenir son poids, il n'est pas forcément obligé de faire du cardio tous les jours, mais ça peut passer par un rééquilibrage alimentaire et un NEAT élevé. C'est toutes les activités qu'on va faire au fur et à mesure de notre journée qui vont permettre d'augmenter notre dépense énergétique. Parce qu'en fait, si on va courir le matin 30 minutes mais qu'on passe le reste de la journée assise, ça sera peut-être moins bénéfique pour notre corps que si on reste actif tout au long de la journée en faisant une marche le matin, le midi, le soir, nos tâches quotidiennes, marcher lorsqu'on le peut. Au final, si on additionne tout ça dans la journée, ça sera plus important que juste une séance de sport. En vrai, toutes les choses qu'on va faire au quotidien, ça va soutenir nos dépenses énergétiques comme vider de la vaisselle, jouer avec les enfants, se tenir debout lors d'une réunion en télétravail plutôt que d'être assise. Ça permet aussi de rester concentré, d'être debout pendant les réunions. Toutes ces petites actions vont s'additionner et on n'aura pas besoin de se tuer à la salle tous les jours pour dépenser l'énergie au quotidien. Et aussi, j'ai pu découvrir récemment que le cycle menstruel va avoir un impact sur mes besoins en termes d'énergie. Au fur et à mesure de mon cycle, je n'ai pas le même appétit. Je vais tendance à avoir une semaine avant le début de mon cycle menstruel plus de fringales, des envies de chocolat, de glucides qui vont être plus importantes à cette période du cycle-là. Et c'est ok, j'ai appris à m'écouter et à prendre des snacks dans cette période du mois, alors que dans d'autres périodes du mois, je n'en ressentirais pas forcément le besoin. Avant, je prenais un snack de manière systématique. Aujourd'hui, je le prends si j'en ressens le besoin et si j'en ai l'envie. Et j'ai remarqué qu'il y a certaines périodes du mois où juste les 3 repas vont être totalement suffisants. Et c'est bien en fait d'apprendre à écouter ses besoins pour ne pas faire les choses de manière automatique. Si j'ai pas besoin de prendre un goûter, je vais pas me forcer à en prendre un. Aujourd'hui, pour m'alimenter, j'ai pu étudier un petit peu le fonctionnement de mon corps, de mon organisme et voir ce qui va me permettre de maintenir mon poids et d'être en forme, d'avoir de l'énergie au quotidien. Et c'est vrai que j'ai remarqué que le fait de finir mes repas assez tôt, généralement vers 20h30 au plus tard, ça va m'aider à ne pas grignoter le reste de la journée. Je vais commencer mon fasting à ce moment-là, donc un jeûne intermittent à partir de 8h30. Jusqu'au lendemain matin, le moment de prendre mon petit déjeuner, si je le prends à 8h30, ça fera une fenêtre de 12 heures. J'essaie de viser en fait une période de jeûne qui va correspondre au rythme circadien, qui correspond au coucher du soleil et au lever du soleil. Donc ne pas manger le soir, ça permet d'avoir un meilleur sommeil aussi et d'avoir plus d'énergie au fur et à mesure de la journée. Avant, je faisais un jeûne intermittent de 16-8, mais au final, c'est pas forcément celui que mon corps préfère parce que je me forçais un petit peu à tenir les 2 heures qui restaient. Mais le jeûne de 12-14 heures va plus correspondre à ce que je vais faire assez naturel. Donc j'aime finir mes repas aux alentours de 8h30, ce qui permet aussi d'avoir environ 3 heures avant le coucher pour bien digérer et ça va être bien pour un sommeil réparateur et pour le soutien hormonal. Parce qu'en fait, manger tard le soir, ça va perturber notre sommeil et ça sera pas très bon pour l'énergie qu'on va avoir le matin. J'aime commencer la journée par des protéines. Je vise 30 grammes de protéines le matin avec soit un chocolat chaud protéiné enrichi avec des protéines de pois et du collagène, ce qui va être aussi très bénéfique pour les articulations, pour la peau, en plus de l'énergie que ça va nous donner. Ou commencer avec un avocado toast avec des œufs, du jambon. J'aime beaucoup manger salé le matin, comme j'aime aussi manger sucré, ça va dépendre des jours. Alors ça va être soit un sandwich avec du jambon, tomate, œufs, avocat ou un chocolat chaud avec un supplément de protéines et un porridge lorsque je vais faire un petit déjeuner sucré. J'ai les 2 options. Et dans ces 2 options, je veille à ce qu'il y ait environ 30 grammes de protéines pour avoir de l'énergie pour commencer la journée et pas commencer la journée en mangeant tout de suite des glucides pour avoir un pic de glycémie et ne pas me sentir bien derrière. Je vais privilégier les protéines, les lipides et il y aura aussi un apport de glucides, mais ce ne sera pas l'élément principal de mon petit déjeuner. J'ai compris que les protéines permettaient vraiment d'avoir cette sensation de satiété et permettaient aussi de soutenir la masse musculaire
musculaire. Et comme je fais pas de sport en ce moment, je vise à rester aux alentours d'1,6 g à 2 g de protéines par poids de corps. Je l'ai vu avec ma nutritionniste, elle m'a recommandé à peu près 90 g de protéines pour la journée, pour les jours où je ne fais pas de sport, sachant que je suis assez grande, je mesure 1m79 et je pèse 71 kg. Et pour les jours où je vais faire du sport, je vais viser 120 g à 140 g de protéines pour la journée. Une autre chose que j'ai pu lire dans une étude scientifique assez récente, c'est que les protéines et les fibres vont être très importantes pour le maintien du poids, la perte de poids et réguler le transit et pour cette sensation de satiété. Je veille à avoir minimum 25 g de fibres par jour et pour cela, je vais vraiment incorporer des fruits, des légumes à chaque repas. Dès le petit déjeuner, ajouter des crudités ou des fruits et en avoir à tous les repas, ça va vraiment avoir un impact important pour le transit et la satiété. Et aussi, ça permet d'avoir des assiettes qui sont bien remplies. Moi, visuellement, j'ai besoin d'avoir des assiettes bien garnies. Je peux pas manger une toute petite quantité et me dire c'est les calories que j'ai besoin pour mon repas et avoir une sensation de vide derrière. J'ai besoin d'un plat qui soit copieux pour me sentir satisfaite à la fin du repas. Une autre chose que je vais appliquer, c'est que je vais faire attention à la composition de mes assiettes. Pour moi, manger équilibré, ça va passer par des aliments et des nutriments de qualité. Donc, j'essaie de cuisiner un maximum à la maison lorsque c'est possible. Et lorsque j'achète des produits transformés, je vais essayer de regarder le niveau de transformation avec la classification Nova qui va classer les produits des moins transformés, donc pas du tout transformés, ça va être les aliments bruts, les fruits et les légumes, à ultra transformés comme des biscuits industriels par exemple. Donc cette classification va de 1 à 4 et permet de voir le degré de transformation de ces aliments. Les aliments ultra transformés, on ne peut pas forcément les éviter, les bannir et ne pas du tout en manger, mais il faut limiter et j'ai pu voir selon la règle des 3 V, manger vrai, varié et végétal. Je mange encore de la viande, mais j'essaye d'incorporer des protéines végétales dans mon alimentation. Manger 2 aliments ultra transformés par jour, ça restait sain. Si on part sur la méthode 80-20, privilégier des aliments non transformés, riches en nutriments, de qualité, de préférence bio, sans résidus de pesticides lorsque c'est possible. Mais le but, c'est pas de se frustrer et de vouloir faire tout parfaitement pour ensuite se jeter sur des produits parce qu'on aurait senti cette préservation, mais c'est d'ajouter des nouvelles choses qu'on aura le droit de manger, de garder les choses qui nous font plaisir et de les consommer avec modération, comme on dit aujourd'hui pour l'alcool. Aussi, j'ai supprimé les produits laitiers depuis plus de 2 ans maintenant, parce qu'en fait, je digérais vraiment très mal. Le lait, la crème, ça passe plus du tout. J'ai pu remanger un petit peu de fromage et j'ai vu que ça passait, donc si occasionnellement il y a un peu de fromage, un petit peu de beurre, je vais pouvoir m'en accommoder. Par contre, le lait et la crème, je peux plus. Cet été, ce sera plutôt sorbet que glace. Tant pis, hein, c'est comme ça. J'ai calculé par curiosité mon TDEE pour savoir les dépenses énergétiques quotidiennes de mon corps et calculer mon métabolisme de base pour avoir une idée des quantités normales pour moi par jour. C'est pas quelque chose que je recommande de faire au quotidien, mais ça permet de se fixer un cadre et de comprendre ce dont on a besoin en termes de protéines, lipides, glucides, calories, fibres, vitamines tout au long de la journée. Aujourd'hui, on dit que pour perdre du poids, il faut faire un déficit calorique. Ça se discute, bien sûr, comme tout en médecine, mais ça peut aussi fonctionner sans sport, en ayant une alimentation qui va être saine, équilibrée et en se bougeant un petit peu dans le quotidien. Une dernière chose, souvent oubliée, mais qui m'a beaucoup aidée en cette période de convalescence, pour maintenir son poids et être en forme, il faut limiter le stress et bien dormir. Pendant cette période de repos, je dors généralement plus de 7 heures par nuit et je pense que ça a pu aussi être très bénéfique pour réduire mon stress parce que le stress peut être important en ce moment mais le sommeil m'aide beaucoup au niveau hormonal, du maintien du poids et de l'énergie. Parce qu'en fait, au final, le maintien de notre poids, c'est le maintien de notre forme et de notre santé. Un bon sommeil réparateur va vraiment être un pilier pour être en forme, pour maintenir son poids et être en bonne santé. J'essaye d'éviter le stress et la production de cortisol par le stress chronique. Je suis d'une nature très stressée, donc dormir, ça me fait du bien et j'essaie vraiment d'ajouter la cohérence cardiaque, la prière, la méditation, la lecture de la Bible, les louanges pour pouvoir être moins stressée, moins anxieuse et moins préoccupée. Et c'est un travail de tous les jours et ça va pas changer du jour au lendemain, mais je suis confiante et je pense que ça va m'aider à être plus sereine. Si vous aussi vous pensiez qu'il faut absolument transpirer pour perdre du poids, sachez qu'il est possible de perdre du poids de manière douce et de
maintenir son poids lorsqu'on n'a pas forcément la possibilité d'aller au sport, en attendant de pouvoir recommencer, en ayant une alimentation qui va correspondre à nos besoins au quotidien et en privilégiant des aliments qui vont être non transformés, qui vont nous apporter tous les bons nutriments pour soutenir notre santé, notre énergie. J'aimerais pouvoir reprendre le sport progressivement, à commencer par la marche et ensuite par plutôt du pilates, le renforcement musculaire doux au poids de corps. Je ne pense pas reprendre la musculation, mais faire des choses plus tranquilles pour être en pleine forme, parce que le sport me fait beaucoup de bien. Je ne veux pas forcer et je veux faire quelque chose adapté à ma personne. Il est important de s'écouter, d'écouter son rythme. On voit beaucoup de conseils dans tous les sens aujourd'hui et il est important de s'arrêter et de prendre le temps d'analyser ce qui nous correspond, tester ce qui correspond à notre personne et à notre corps. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se retrouve dans les commentaires et sur cette vidéo qui va s'afficher juste ici. À bientôt!